Et maintenant, nous allons en apprendre un peu plus sur l'Opoponax et l'Alsace. Alors oui. Donc, il y a une partie entière dans l'Opoponax qui est consacrée à Oltingue, de la page 98 à 142. Le village où vit une partie de la famille du père et toute la famille de la mère. Alors, il est beaucoup question d'école dans l'Opoponax, mais là, manifestement, c'est le temps des vacances. Donc, il va y avoir deux extraits qui représentent les deux branches familiales. Donc, d'abord, du côté de la mère, des paysans. Catherine Legrand fait rentrer les vaches à l'étable. Elles boivent pendant un bon moment, le mufle complètement immergé, puis par petits coups à la surface. Quand elles n'ont presque plus soif, elles frôlent longuement l'eau avec de longs filets de bave. Le rebord de la fontaine brille. La pierre est un comble en chien qui se patine en s'usant. La partie des parois est plongée dans l'eau et verdie par une espèce de lichen ras, gluant, presque liquide. On dit que le cresson pousse dans les fontaines, mais celle-ci n'en a pas. Catherine Legrand a dans la main un fouet à lanière unique. Il s'agit de lâcher la lanière en douceur et de caresser les fesses de la vache qui relève la tête parce qu'elle a fini de boire. Si au lieu de ça, on la frappe en lâchant la lanière brutalement, ou si on fait claquer le fouet, la vache se redresse d'un coup et part au trot tête droite, cornes haut levées, passe en courant devant l'étable. Le coup des fouets qui claquent avec les vaches, ça ne prend pas. Par exemple, Catherine Legrand part en courant derrière une vache. On voit que la vache se retourne, on voit qu'elle la distance. On voit qu'au moment où Catherine Legrand, rouge, essoufflée, va la toucher de la main pour la faire tourner sur la route, elle file avec un galop bref, subreptice, rapide. En attendant qu'on arrive, elle broute dans le fossé. Elle fait semblant de se laisser rejoindre, de ne pas voir qu'on approche, qu'on est derrière elle. Et alors tout le corps se cabre et se jette en avant. Elle fait un bond, elle trotte sur la route, pas très vite, de sorte qu'on peut la suivre, qu'on s'imagine qu'on va la rattraper, de sorte qu'on ne renonce pas tout de suite. C'est une feinte, parce que ça peut durer des heures. Catherine Legrand passe la main sur les flancs de la vache et sur les fesses quand elle a fini de boire. Catherine Legrand appuie doucement et la vache vire pour regagner l'étable. Catherine Legrand a mis le fouet sous le bras, comme elle a vu son oncle le faire. Quand les vaches sont toutes rentrées, Catherine Legrand va à l'étable pour les regarder manger. Les râteliers sont pleins de luzernes fraîches, de vesses, de trèfles, de fleurs jaunes et roses qu'elle mâche en les écrasant. La vache du fond s'est couchée. Le ventre se répartit bien des deux côtés de l'épine dorsale. Catherine Legrand voit qu'on peut se coucher sur la vache. Catherine Legrand se couche tout du long sur la vache. C'est doux. On tombe un peu, mais on peut se retenir au cou de la vache. C'est ferme, chaud, les flancs sur lesquels on roule. Ça sent bon la paille chaude, le fumier frais. Véronique Legrand a envie de se coucher sur la vache. Pierre-Marie Fromentin a envie de se coucher sur la vache. Pascal Fromentin a envie de se coucher sur la vache. On se couche tout du long sur la vache à tour de rôle, qui se laisse faire, en faisant de temps en temps un mugissement, en tournant la tête du côté où on est. Et donc, un autre extrait du côté de la famille du père, donc des petits artisans. Les deux sœurs du père se sont mariées avec deux frères habitant à Oltingue. L'un est le tailleur du village et l'autre est le sabotier. Donc là, ça va être le sabotier. On est dans la sciure de bois jusqu'à mi-corps. On est 4 dans le même tas. On joue aux cartes. Denis Parme gagne tout le temps, Vincent Parme fait la tête. Véronique Legrand est presque enfoncée jusqu'au cou. L'atelier n'est pas éclairé. Dehors, il pleut. L'herbe du champ est d'un vert plus foncé que d'habitude. On voit que les premiers arbres de la forêt sont tout affaissés. Véronique Legrand perd une carte dans la sciure. En la cherchant, elle enfonce toutes les autres. Catherine Legrand, qui est à côté d'elle, fait des trous pour retrouver les cartes. Elle envoie plein de sciures dans la figure de Denis Parme. Denis Parme prend des poignées de sciure et les jette sur Catherine Legrand. On se met à se battre avec la sciure de bois. On a du mal à sortir de là. On se met debout pour pouvoir se viser. Véronique Legrand pousse des cris parce que, en essayant de se dégager, elle s'enfonce de plus en plus. Elle reçoit dans les yeux toute la sciure qu'envoie Vincent Parme. Elle arrive enfin à se dégager. On jette partout de la sciure dans l'atelier. On en a plein les cheveux, plein les poches. On décide d'aller à la maraude aux pommes pendant qu'il pleut moins fort.
Denise Parme dit qu'elles ne sont pas mûres. On y va quand même. La route longe la forêt. Ce n'est pas une route goudronnée. Partout, elle a des flaques et de la boue. À droite, il y a les champs. Pour trouver des pommiers, il faut quitter la route et marcher dans l'herbe pendant un moment. Sur le premier pommier qu'on voit, les pommes sont toutes petites. Sur le deuxième, c'est pareil. On en trouve un qui a des pommes normales. Quand on est en dessous, Vincent Parme secoue les branches de toutes ses forces. On s'en va en criant à cause de toute l'eau qu'on reçoit. Aucune pomme ne tombe. Denise Parme dit que puisqu'elle a dit qu'elles ne sont pas mûres, alors on grimpe sur l'arbre pour les cueillir. Le tronc est tout visqueux, les semelles des chaussures dérapent sur l'écorce. Quand on en a plein les poches, on redescend. On est sous l'arbre, on piétine, la terre est détrempée. Ça fait sous les pieds un bruit de succion. L'herbe ressemble à de la bouillie d'herbe partout dans le pré. On se partage les pommes, on jette les plus vertes, mais on en emporte autant qu'on peut. On retourne à l'atelier, on a froid parce qu'on est trempé. On se remet dans le tas de sciure, on a ses pommes, chacun devant soi, on les croque en jouant aux cartes. Véronique Legrand mord un petit peu dans chaque pomme pour les goûter. Elle décide que la première est celle qu'elle mangera. La partie mise à nu est pleine de sciure à cause de la salive et du jus de pomme. Véronique Legrand est obligée de la frotter contre elle un bon moment, de la lécher avant de pouvoir se mettre à la manger. On n'arrête pas de croquer. Ma tante appelle pour le goûter. On y va en criant à celui qui arrivera le premier. Ma tante se met en colère à cause de toute la sciure qu'on lui met dans la maison qui est partout bien cirée, ce qui fait qu'on retourne dans l'atelier. Au bout d'un moment, on a mal au ventre. On sort de la sciure en courant pour arriver au WC avant les autres. Alors, juste une précision, Vincent Parme, à son tour, deviendra le sabotier d'Oltingue. Alors, il est possible que le court passage sur l'entrée de Catherine Legrand à l'école, c'est-à-dire sa première journée, qui correspond aux premières pages du roman, se passe également en Alsace. Le petit garçon qui s'appelle Robert Payen entre dans la classe le dernier en criant « Qui c'est qui veut voir ma quéquette ? Qui c'est qui veut voir ma quéquette ?» Il est en train de reboutonner sa culotte. Il a des chaussettes en laine beige. Ma sœur lui dit de se taire. « Et pourquoi tu arrives toujours le dernier ?» Ce petit garçon qui n'a que la route à traverser et qui arrive toujours le dernier. On voit sa maison de la porte de l'école. Il y a des arbres devant. Quelquefois, pendant la récréation, sa mère l'appelle. Elle est à la dernière fenêtre. On l'aperçoit par-dessus les arbres. Des draps pendent sur les murs. « Robert, viens chercher ton cache-nez !» Elle crie fort, de façon à ce que tout le monde l'entende. Mais Robert Payen ne répond pas, ce qui fait qu'on continue d'entendre la voix qui appelle Robert. La première fois que Catherine Legrand est venue à l'école, elle a vu, de la route, la cour de récréation, l'herbe et les lilas au bord du grillage. C'est du fil de fer lisse qui dessine des losanges. Quand il pleut, les gouttes d'eau glissent et s'accrochent dans les coins. C'est plus auquel. Elle tient la main de la mère qui pousse la porte. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la cour de l'école, mais pas du tout de grandes personnes. Seulement la mère de Catherine Legrand. Et il vaudrait mieux qu'elle ne rentre pas dans l'école. C'est seulement les enfants, il faut lui dire. Est-ce qu'il faut lui dire ? Et dedans l'école, c'est très grand. Il y a beaucoup de pupitres. Il y a un gros poêle rond avec encore du grillage à losanges autour. On voit le tuyau qui monte presque jusqu'au plafond. Par endroits, il est en accordéon. Ma sœur est sur une échelle contre la fenêtre. Elle fait quelque chose, elle essaye de fermer la dernière vitre. La mère de Catherine Legrand dit « Bonjour ma sœur ». Alors elle descend, elle prend la petite fille par la main. Elle dit à la mère de s'en aller, pendant qu'on ne fait pas attention à elle, que tout va bien. Catherine Legrand entend le bruit qui vient de la cour de récréation. Pourquoi ne la laisse-t-on pas avec les autres enfants ? C'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore à l'école. Parce que si c'est l'école, c'est tout à fait étonnant. Ça ressemble à la maison, sauf que c'est plus grand. Alors, c'est la présence d'une institutrice religieuse, donc ma sœur, qui me fait penser que ça pourrait être en Alsace. L'importance des écoles religieuses dans le Poponax étonne souvent certains lecteurs et lectrices. Pour ma part, j'y vois une influence alsacienne et non pas la marque d'une famille très catholique, même s'ils étaient catholiques. En fait, pour la mère, c'est normal c'est normal. Ce sont des religieuses qui lui ont fait classe. Alors,
aussi, autre précision, la dimension autobiographique du roman est évidente dans ce livre, mais Monique n'a jamais voulu le reconnaître, ni en famille, ni publiquement. Et ce refus d'admettre la dimension autobiographique m'a toujours beaucoup interpellée. Moi, j'avais justement une lecture de ma mère et de ma grand-mère qui me disaient ça c'est Monique, ça c'est Gilles. Et ça a été l'occasion de notre première querelle littéraire. Lorsque j'ai 6 ou 7 ans, elle me dit « Je sais mieux que quiconque, c'est moi l'auteur ». D'accord. Mais d'autres livres présentent le même jeu oblique avec l'autobiographie. Je prends le mot oblique parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Lejeune qui a travaillé sur Pérec en parlant justement d'un rapport oblique à la mémoire et à l'autobiographie. Donc dans le brouillon d'un dictionnaire des amantes, alors que c'est très très mythologique, il y a des amis, des proches qui sont cachés derrière. Et il y a même elle qui apparaît et son livre qui apparaissent, Les guerrières, avec un autre intitulé. Dans Virgile Non, le personnage principal s'appelle Wittig. Alors, Wittig, je note de nouveau l'influence américaine. C'était très étonnant pour des Français, ce Wittig sans le prénom, alors qu'en fait, dans les textes universitaires américains, à l'époque, il n'y a pas de prénom, contrairement à la France. Aujourd'hui, c'est devenu plus habituel, mais c'était très surprenant quand c'est sorti. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit de temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 debout.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit de temps, les femmes, nous sommes le continent.